Africaines, Africains, je vous remercie de vous rassembler déjà en nombre acceptable pour commencer les travaux de cette émission spéciale consacrée aux événements qui se déroulent en Syrie, au Moyen-Orient. On apprend que le régime de Bachar el-Assad est définitivement tombé. En effet, sur les tabloïds de la télévision syrienne, le commandant en chef de l'armée syrienne et par la suite le premier ministre du gouvernement syrien sortant ont affirmé que le président Bachar el-Assad s'était retiré du pouvoir et que c'était la fin de son régime. Cette information, qui est martelée sur les médias occidentaux avec beaucoup de jubilation, mérite d'être analysée froidement et calmement par les Africaines et les Africains. Nous devons analyser cette information en nous mettant à distance, je pense, de deux types de réactions que j'ai observées dans les réseaux sociaux africains et dans les milieux politiques africains. La première réaction qu'il ne faut surtout pas avoir, c'est de penser que ça se passe au Moyen-Orient, ça ne nous concerne pas. L'histoire nous a appris que l'homme apprend de l'homme, parce que l'homme est le remède de l'homme. Les Africains doivent rester très vigilants et garder les yeux ouverts sur la marche du monde, puisque la loi d'analogie, la loi de ressemblance, la loi des correspondances, qui est l'une des 7 lois fondamentales de cet univers, dit que ce qui a tué Makloklo est ce qui peut tuer Maklakla. Un proverbe baoulé, dont j'ai oublié la formulation en langue baoulé, dit que quand tu manges la main du singe, n'oublie pas de regarder ta propre main, car ta propre main ressemble beaucoup à celle du singe que tu manges. Donc, l'Afrique des libertés doit garder ses yeux ouverts à 360 degrés sur la marche du monde, car des renseignements sur ce qui peut arriver chez nous, en Afrique, nous sont souvent donnés par ce qui arrive chez les autres. En tant que nous sommes tous humains, et comme le disait Terence, rien de ce qui est humain ne nous est étranger, nous devons regarder, scruter et opérer des rétroprojections pour voir ce que ça signifie pour nous. C'est cela, exercer vigilance et lucidité sur le monde. Donc, attention au premier réflexe, le réflexe de ceux qui n'aiment pas lire. Non seulement ils n'aiment pas lire les livres, parce qu'on leur a dit cette fausseté énorme, qu'on ne mange pas papier. Expression qui est la consécration parfaite de l'ignorance fière. Sur un continent, le continent africain, qui a pourtant inventé l'écriture et inventé les livres. Un continent qui a inventé l'école. Un continent qui a inventé la civilisation. Ne peut pas être le continent des ennemis de la connaissance. De ceux qui n'ont pas le temps d'apprendre. Ce n'est pas africain de ne pas apprendre. L'une des conditions de l'appartenance authentique à Kemet, c'est l'amour de la vérité. Et qui aime la vérité aime apprendre. Car la vérité n'est jamais entièrement possédée, elle l'est toujours partiellement et elle doit continuellement être recherchée. Par conséquent, aucun document, aucun fait susceptible de nous enseigner ne doivent être négligés. Si nous avons bien compris ce que être africain, être descendant de Kemet signifie. Cela signifie aimer la vérité, aimer la justice, aimer la solidarité. Les 3 valeurs potomitantes de la civilisation africaine. Les 3 valeurs potomitantes de la civilisation africaine doivent être au cœur de la vie des Africaines et des Africains sur tous les continents. Nous aimons la vérité, ce qui veut dire que nous aimons apprendre, que nous sommes des éternels apprenants, que tous les jours de notre vie, nous estimons avoir bien vécu si nous avons appris quelque chose de plus, si nous avons fait reculer les bornes de notre ignorance. Nous, Africains, aimons la justice.
Entendez par là la pratique de l'égalité et de l'harmonie entre l'humain et le non-humain et entre les humains eux-mêmes. Nous sommes porteurs de la grande tradition de la Mahat qui nous interdit de manquer de solidarité, d'abandonner les nôtres au bord du chemin. Et c'est en cela que nous sommes africains de tradition. Africains, descendants de Kemet, n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Voilà pourquoi nous devons bannir les promoteurs d'ignorance sur les réseaux sociaux africains. Tous ceux qui se promènent en méprisant ceux qui apprennent et en décourageant ceux qui veulent apprendre doivent être fermement combattus, car en fait, ils sont les promoteurs des valeurs anti-africaines. Ce sont ceux-là qui veulent que l'Afrique tout entière soit essentiellement abrutie par la civilisation du buzz et du clash. Alors que pour avoir une grande civilisation, pour avoir une société solide, il faut que le plus grand nombre des membres de cette communauté, de cette civilisation, de cette société apprennent en profondeur. Donc, la première attitude qu'il faut chasser parmi nous, c'est la négligence d'apprendre. Quand ça se passe en Syrie, quand ça se passe en Corée du Nord, quand ça se passe en Amérique, quand ça se passe en Amérique latine, quand ça se passe au Groenland, quand ça se passe dans les océans arctiques et antarctiques, nous, Africains, avons le devoir de savoir. Comme nous devons bien sûr savoir ce qui se passe chez nous-mêmes. Nous devons être les meilleurs connaisseurs de ce qui se passe chez nous-mêmes. Et autant que possible, être d'excellents connaisseurs de ce qui se passe ailleurs. Car c'est la confrontation de la connaissance d'ici et d'ailleurs qui produit une intelligence supérieure. La deuxième aptitude que j'ai observée sur les réseaux sociaux africains, que nous devons combattre, et qui s'est manifestée fortement à la suite des événements syriens, c'est une espèce de désolation, de pessimisme, et même de défaitisme, de fatalisme, qui se sont emparés de certains de nos frères et sœurs, s'exprimant sur les réseaux sociaux. Pour eux, la chute de Bachar el-Assad, qui n'est pas un événement positif, en effet, signifie la fragilisation de l'Afrique. D'autant plus que les alliés traditionnels supposés du régime de Bachar el-Assad sont les alliés des principales révolutions africaines contemporaines. J'ai lu les commentaires de plusieurs de mes frères et sœurs africains déçus, certains même au bord de la panique, certains complètement découragés. J'ai entendu « Oh, mais pourquoi est-ce qu'il a été lâché par la Russie? Pourquoi est-ce qu'il a été lâché par l'Iran? Pourquoi est-ce qu'il a été lâché par la Chine? Pourquoi est-ce qu'il a été lâché ?» Alors, ça veut dire que ça peut nous arriver. Cette seconde réaction, elle aussi, est déplacée. Pourquoi est-elle déplacée? Merci à toi, Sido Babi, pour ce geste de soutien. Cette réaction est déplacée parce qu'elle n'est pas basée sur une analyse des événements qui se sont déroulés à l'intérieur du système politique syrien. Car en fait, il faut déjà comprendre, s'il a été lâché, pourquoi il a été lâché. Et c'est en approfondissant les raisons pour lesquelles Bachar el-Assad tombe que nous pourrons mieux nous prémunir. Et donc, il faut, ici encore, souligner que ceux qui ont opéré une analogie, une ressemblance, une correspondance rapide entre la situation syrienne et la situation africaine n'ont pas pris le temps d'analyser le problème syrien et la nature du régime qui vient de tomber. Parce que ce n'est pas n'importe quel régime qui vient de tomber. Merci à toi, Serge Zeda. Mes amis sur YouTube, Université Libre de l'Afrique des Libertés et Franklin Nyamsiwa, Cameroun de l'Afrique des Libertés, sont présents et me manifestent pleinement leur générosité. Je vous remercie. N'oubliez pas de partager cette émission. Nous devons nous éloigner de deux attitudes. L'attitude de « on ne veut rien savoir » et puis l'autre attitude de « oh, on panique, oh, ça y est, on est fini. Ouais, oh, c'est foutu pour nous. Si Bachar est tombé, ça veut dire que l'AES va tomber. »
Mais il faut d'abord connaître ce qui se passe en Syrie. Il faut savoir ce qui se passe en Syrie. Et vous demandez quels sont les régimes africains qui sont les photocopies de celui de Bachar el-Assad. Et c'est à partir de là que vous pouvez établir une comparaison raisonnable. Comment peut-on paniquer sur un sujet qu'on ne maîtrise pas? Ça me rappelle quand nous devions échapper à la police politique de Paul Biya et à Yaoundé pendant les manifestations. Quand nous sortions dans le cadre des manifestations du syndicat des étudiants parlementaires du Cameroun pour manifester, bien sûr, on savait qu'à un moment donné, Paul Biya, le dictateur camerounais, ne manquerait pas de faire charger notre manifestation par ses forces. Mais beaucoup de camarades avaient le mauvais réflexe que dès qu'on annonçait que la soldatesque de Paul Biya arrive, ils avaient le mauvais réflexe de courir dans tous les sens. C'est un très mauvais réflexe pour ceux qui ont participé à des manifestations dans les dictatures. Quand vous voyez que ça court dans tous les sens, mais si vous voulez qu'on ne vous arrête pas, il faut réfléchir à la bonne direction dans laquelle il faut courir. Il ne faut pas courir dans tous les sens. C'est dans le sauve qui peut qu'il y a très peu de gens qui se sauvent. Donc, quand il y a un événement que les Africains perçoivent comme peut-être une annonce d'un événement équivalent et négatif chez eux, ils se mettent à courir dans toutes les directions. Mais c'est en courant dans toutes les directions qu'on se fait avoir. Dans les manifestations, d'abord, il y a ceux qui forcément se faisaient arrêter parce que la police politique, la gendarmerie, tous ces gens-là étaient efficaces pour arrêter les Camerounais. Ils ont été formés pour cela depuis le temps colonial. Mais il y a ceux qui allaient eux-mêmes se jeter sur le dispositif de police. C'est à cela que je pense quand je vois comment, à peine annoncé la chute de Bachar el-Assad en Syrie, il y a des Africains qui sont assis sur leur page, sur le réseau social, en train de crier et de voir le malheur nous arriver en Afrique. Est-ce que vous avez pris la peine de savoir dans quelle direction se trouve le danger? Avez-vous pris la peine de savoir dans quelle direction se trouve le danger? C'est la question que nous posions souvent aux camarades après les manifestations. Camarades, dès qu'on dit « Oh, ils arrivent », vous courez dans tous les sens. Mais est-ce que vous savez où ils sont? Parce qu'avant de courir, il faut savoir de quel côté ils sont. Et tu prends la direction opposée à leur position. Mais si tu cours vite, tu cours même très vite, mais pour aller là où ils sont, bon, ils te cueillent, ils te prennent, non? De la même façon en Afrique, quand il y a un problème qui se pose à l'échelon international, prenons la peine de savoir de quel côté se trouve le danger avant et afin de nous prémunir et de mettre en place les moyens de nous défendre. Vous comprenez? Donc, débarrassons-nous de ces deux attitudes. Je ne veux rien savoir. Ça, c'est l'habitude des paresseux intellectuels. Des gens qui réfugient en fait leur ignorance derrière leur arrogance ou leur arrogance derrière leur ignorance. Bon, ça, ce n'est pas une attitude digne d'un citoyen africain qui a reçu l'initiation traditionnelle. Nous, on est des amoureux du savoir, donc on veut savoir. Nous, on veut toujours savoir. Là où nous, on est là. Nous, les Africains de ce siècle révolutionnaire, notre travail, c'est de vouloir savoir d'abord. Car quand tu sais, tu peux prendre des précautions et anticiper dans l'action. Savoir pour prévoir, prévoir pour agir. De l'autre côté, mais ce n'est pas parce que c'est arrivé à quelqu'un là-bas que ça va t'arriver. Essaye d'abord de voir si la situation de ce quelqu'un ressemble à la tienne. Donc, une fois qu'on a pris ces deux précautions, on peut entrer plus loin dans l'analyse de ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord en Syrie? Avant de nous émouvoir de la chute de Bachar el-Assad. Ce qui se passe en Syrie, c'est qu'il y a un régime qui est au pouvoir. Globalement, depuis 1970. Le père du président syrien déchu, Bachar el-Assad, s'appelait Hafez el-Assad. Il était dans l'appareil d'État du parti Baas en Syrie depuis les années 60. Il a fait un coup d'État en 1970. Il s'est installé au pouvoir jusqu'à sa mort en 2000. Vous calculez de 1970 à 2000. Ça fait combien d'années? 70 à 2000. Ça fait 30 ans. 30 ans de pouvoir de Hafez el-Assad.
Hafez el-Assad meurt. Qui succède à Hafez el-Assad? En utilisant toujours la logique de la force. C'est son propre fils, Bachar el-Assad. Bachar el-Assad est au pouvoir. Non, Hafez n'était pas au pouvoir en 1960. Il était l'un des pontes du pouvoir, d'accord? Mais il fait une succession de coups d'État et il finit par s'installer comme chef de l'État, président de la Syrie, à partir globalement de 1970. Donc on peut considérer que lui, il a exercé le pouvoir en tant que tel de 1970 pratiquement jusqu'en 2000 à sa mort. 70-2000, ça fait bien 30 ans, non? Ça fait 30 ans. Alors, son fils, Bachar, il prend le pouvoir en 2000. Il vient de quitter la capitale Damas en avion pour se rendre dans un pays allié et y trouver refuge. En 2024, ça fait combien d'années? Ça fait 24 ans. 24 ans à la tête du pays. Donc, quand vous prenez son père, 30 ans, et lui, 24 ans, ça fait combien d'années pour une seule famille? Ça fait 54 ans. Une famille à la tête d'un pays. Alors, je pose la question aux Africaines et aux Africains. Est-ce que c'est ce modèle de régime politique que nous voulons chez nous en Afrique? D'abord, commençons par ça. Quand les gens prennent le pouvoir par la force et ils se succèdent par la force à la tête d'un pays pendant 54 ans, est-ce que nous, Africains, on doit pleurer quand ils perdent le pouvoir? Ça, c'est le premier point. Est-ce qu'on doit pleurer quand ils perdent le pouvoir? Je m'adresse à tous mes frères et sœurs qui étaient en train de crier « Wow, 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 le pauvre Bachar, il est tombé. » Mais si quelqu'un qui a fait 27 ans, 24 ans à la tête de son pays, son père a fait 30 ans, s'il perd le pouvoir, nous les Africains, nous sommes en train de nous battre pour que ça ne se passe pas comme ça chez nous. Nous ne voulons pas qu'au Cameroun, après Paul Biya, ce soit Franck Biya. Oui ou non? Nous ne voulons pas d'une monarchie au Cameroun. Nous ne voulons pas qu'en Guinée équatoriale, après Obiangema Mbazogo, ce soit Théodorino. Oui ou non? Nous ne voulons pas qu'au Gabon, après Omar, ce soit Ali, après Ali, ce soit Noureddine. Oui ou non? Est-ce que nous voulons ça? Nous ne voulons pas. Voilà d'abord la nature du régime. Et les Africains sont en train de crier. Est-ce que nous sommes d'accord qu'au Togo, après Gnassingbé et Yadema, ça soit Fort Gnassingbé? Après Fort Gnassingbé, ça soit le fils de Fort Gnassingbé? Est-ce que nous voulons ça? Est-ce que nous, Africains, on veut ça? Réponse non. Donc, nous, on ne peut pas se plaindre quand quelqu'un qui a obtenu le pouvoir par son père perd le pouvoir. Sinon, ça ne sert à rien que nous nous battions contre les monarchies présidentielles qui nous ont été imposées là. Ça ne sert à rien que nous nous battions contre les monarchies présidentielles qui nous ont été imposées. Est-ce que nous voulons qu'en Côte d'Ivoire, après Alassane Dramane Ouattara, ce soit son petit frère, Téné Birahima? Après Téné Birahima, je ne sais pas, un autre Ouattara sorte encore. C'est ce que nous voulons? Non. Mais est-ce que nous voulons donc ça en Syrie? Est-ce que le fait qu'en Syrie, là, il fasse 54 ans, une seule famille qui commande là, nous, Africains, là, ça nous intéresse en quoi? Est-ce que c'est notre avantage? Alors, vous prenez des exemples comme la Chine ou la Russie. Mais en Chine ou en Russie, ce n'est pas le pouvoir héréditaire. Vladimir Poutine qui est là n'a pas reçu le pouvoir de son père. Le président chinois qui est là, Xi Jinping, il n'a pas reçu le pouvoir de son père. Ce n'est pas le père de Xi Jinping qui était au pouvoir avant lui. Hu Jintao n'est pas le papa de Xi Jinping. D'accord? Donc déjà les Africains, mais il faut qu'on se calme et qu'on sache ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut des dynasties à la Bachar el-Assad chez nous? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Alors ça c'est d'abord le premier point. Donc en fait, déjà il faut savoir que le régime Assad est tombé en raison de sa propre nature. C'est un régime héréditaire. Il s'agit par conséquent d'un régime qui souffrait, depuis sa naissance, d'un déficit de légitimité. C'est un régime qui souffrait, depuis sa naissance,
d'un déficit de légitimité. C'est-à-dire que c'est un régime qui n'a jamais pu pleinement recevoir l'assentiment de son peuple. Le régime là est tombé parce que c'est la nature de ce type de régime de tomber. C'est-à-dire, même sans les terroristes qui les ont attaqués, ils allaient tomber. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais réussi à convaincre de manière rationnelle, sans la violence, sans la peur, sans l'intimidation. Ils n'ont jamais réussi à convaincre le peuple syrien qu'ils étaient à son service. Voilà le vice profond du régime. Et quand vous regardez la manière dont le régime est tombé, vous vous rendrez compte que Bachar tombe pour une deuxième raison. Mais la deuxième raison, c'est que l'armée, globalement, a refusé de combattre. L'armée a refusé de combattre. L'armée syrienne, là, a refusé de combattre. Ils ont estimé qu'il n'était pas nécessaire de risquer leur vie pour quelqu'un qui a reçu le pouvoir de son père. Son père a fait 30 ans, lui, il a fait 24 ans. Les commandants principaux de l'armée syrienne ont estimé que c'est bon. Bachar el-Assad tombe parce que son armée a refusé de combattre. Ça, c'est la deuxième raison. Et ça s'applique à la situation africaine. Est-ce que vous n'avez pas vu comment Mobutu est tombé? Quand Mobutu devait tomber, est-ce que l'armée zaïroise était prête à mourir pour lui? Vous avez déjà vu un dictateur pour qui l'armée est prête à mourir? Quand c'est fini et qu'il y a une force suffisante qui avance contre le régime sans légitimité, quand il y a une force suffisante qui avance contre lui, qu'est-ce qu'on observe? L'armée se disloque. Bachar el-Assad n'est pas tombé parce que les rebelles étaient trop forts, mais parce que l'armée, les principaux commandants de l'armée, n'ont pas fait leur travail. Ils ont estimé que mourir pour Bachar el-Assad, c'est trop. Ils ont estimé qu'ils ont consenti trop de sacrifices pour le maintien au pouvoir d'une famille qui n'a jamais acquis la légitimité pleine d'exercer le pouvoir. La chute de Bachar el-Assad, c'est d'abord le lâchage de sa propre armée. Mais c'est le commandant en chef de l'armée syrienne qui est allé à la télévision dire qu'eux, ils attendent ce qui arrive pour s'organiser et exercer le pouvoir ensemble. C'est le premier ministre de Bachar el-Assad en personne qui est allé à la télévision pour dire que vraiment, ça ne sert à rien de faire couler du sang, que leurs frères là qui viennent, là, qu'ils viennent, on va s'entendre et puis ils vont gérer la Syrie ensemble. Donc, deuxième leçon, un régime sans légitimité politique suffisante finit par tomber parce qu'il est lâché par ses propres forces. Bachar n'est pas tombé parce qu'il aurait été lâché par la Russie, non. Mais quand ton armée ne veut pas combattre, tes alliés ne peuvent pas te défendre. Quand ton armée, toi-même là, ton chef d'état-major ne veut pas combattre, il est assis dans la base militaire là-bas, désormais il se protège de toi grâce aux militaires. Et tu lui dis, mais c'est comment? Défends la capitale, il dit non, président, c'est mieux que tu partes. On n'est pas prêt à mourir ici pour toi. Quand ton armée n'est pas prête à combattre, tu restes là pourquoi? Bachar el-Assad a bien compris. Mais c'est la situation de Blaise Compaoré en 2014. Mais Blaise Compaoré est tombé parce qu'il a bien vu que son armée là n'était pas prête à combattre. Il y avait un dernier carré de fidèles au palais présidentiel qui peut-être aurait été prêt à aller jusqu'au bout, mais dans tous les cas, ils auraient été zigouillés parce que le gros de l'armée l'avait lâché. Compaoré quitte le pouvoir comme Bachar el-Assad parce que son armée l'a lâché. Les commandants en chef de l'armée burkinabé avaient lâché Blaise Compaoré. Donc quand tu prends ton téléphone, toi là, tu prends ton téléphone, tu appelles un tel, il ne répond pas bien, ou il répond lentement. Hein, tu sens dans sa voix que vraiment tu le déranges. Il y en a même qui avaient déjà jeté leur téléphone en brousse. Il y en a qui avaient jeté leur téléphone, ils ne répondaient plus. Tu appelles, il ne décroche pas. Tu appelles tel, il ne décroche pas. Mais en fait, tu sens que tu es débranché, il faut partir. Donc, attention, Africain. Bachar el-Assad tombe parce qu'il est lâché par son armée. Son armée a décidé de négocier avec les terroristes. Son armée a décidé de négocier un arrangement pour exercer le pouvoir avec eux. Même le chef du gouvernement, le premier ministre,
il a préféré négocier avec les terroristes que de défendre son patron. Donc, voilà la deuxième raison. Et la deuxième raison est en rapport avec la première. C'est que le peuple syrien estime qu'il a assez donné à la famille El-Assad. 30 ans du père, 24 ans du fils, c'est trop. Vous avez entendu? Et ça, les Africains vivent cette expérience et savent ce que ça veut dire. Passons à la troisième raison. La troisième raison pour laquelle Bachar el-Assad tombe, mais c'est que, selon les informations qui nous sortent, qui nous viennent à gauche et à droite, à un moment donné, lui aussi voulait manipuler certains groupes terroristes. C'est-à-dire que la Turquie, l'OTAN en général, ont financé et armé les terroristes depuis très longtemps pour faire tomber le régime de Bachar el-Assad. Mais à un moment donné, le régime de Bachar el-Assad, lui aussi, a voulu financer le terrorisme. C'est-à-dire, en fait, que lui aussi avait ses terroristes à lui, qui, au nom de l'islam, compris d'une manière bien sûr tordue, exerçaient la terreur la plus aveugle. L'OTAN avait ses terroristes, Bachar avait les siens. Pourquoi? Parce que Bachar n'avait pas réussi à obtenir la pleine participation du peuple syrien. C'est la troisième raison. Il a utilisé les méthodes de ses adversaires. Ses adversaires ont manipulé l'islam, lui aussi s'est mis à manipuler l'islam. Ses adversaires bénéficiaient du soutien des puissances de l'OTAN. Lui aussi s'est mis à chercher le soutien de certaines puissances de l'OTAN. Dans ces conditions, ses alliés traditionnels, la Russie et consorts, n'étaient plus à l'aise pour le soutenir. Une fois qu'ils se sont rendus compte que lui, il essayait, pour ainsi dire, d'être soutenu par tout le monde, qu'il essayait par exemple d'obtenir des Anglais, des Américains, des Français, qu'ils le soutiennent, en même temps qu'il comptait sur la Russie pour protéger son régime. Mais la Russie a regardé aussi le fait que la population ne le soutient pas, le fait que l'armée ne combat pas sérieusement. Pourquoi voulez-vous que l'armée russe essaye de défendre un pouvoir qui n'est pas populaire, essaye de défendre un pouvoir qui a été lâché par son armée et son gouvernement? Si ton armée est déterminée à combattre avec toi, mais tes alliés ont de bonnes raisons de t'aider. Mais quand on voit des pans entiers de ton armée qui font défection, certains rejoignent même l'ennemi. Quand on se rend compte que toi, tu as cherché le soutien des parrains de l'ennemi dans le dos de tes alliés, pourquoi veux-tu qu'on prenne tous les risques pour te défendre? Ça ne sert à rien. Tu as perdu, en fait, tu as perdu le contrôle. Tu as perdu le contrôle de la situation. Et ça, c'est la troisième raison. C'est l'ambiguïté des méthodes du régime de Bachar el-Assad lui-même. Le fait que lui-même a eu recours aux groupes terroristes qui instrumentalisent l'islam pour tuer, semer la terreur, exactement comme l'OTAN instrumentalise les groupes terroristes pour tuer et semer la terreur, exactement comme aujourd'hui le pouvoir turc de Erdogan instrumentalise les terroristes pour semer la terreur en Syrie, tout ceci ayant pour but le contrôle des richesses gazières et pétrolières extraordinaires de la Syrie. Vous avez compris? D'où, nous, Africains, on peut en tirer une troisième leçon. C'est que nous devons redoubler de cohérence, nous devons redoubler de sérieux et de rigueur dans nos alliances. Une alliance suppose la fidélité à ses engagements. Une alliance suppose une capacité d'être loyal à ses engagements. Une alliance suppose qu'on ne cherche pas à ruser et à tromper ses alliés. On revient toujours à cette vérité qui est la base des relations humaines les plus solides. Ça, c'est une leçon. Vous ne pouvez pas être d'un côté engagé avec le monde multipolaire, donc la Russie, l'Iran, etc. Et puis de l'autre côté, essayez de vous engager avec ceux qui combattent l'Iran et la Russie. Si vous le faites, quand vous serez en difficulté, ne comptez pas sur l'Iran et la Russie pour vous sauver. Vous comprenez? Beaucoup croient qu'être malin, c'est avoir, pour ainsi dire, des amis partout. C'est-à-dire, pour ainsi dire, être l'ami de tout le monde. La diplomatie qui consiste à être l'ami de tout le monde, c'est elle qui conduit à des fins catastrophiques comme celle de Bachar el-Assad. Vous ne pouvez pas dans ce monde être l'ami de tout le monde. Vous ne pouvez pas. Oui, comment il s'appelle? Il y a un certain Alpha Omar Diallo qui nous trouble dans la classe de l'Afrique des libertés. Nous allons gentiment le dégager.
c'est fait. Monsieur Alpha Omar Diallo, allez vous faire voir ailleurs. C'est bon, il est dégagé. Voilà. Alpha Omar Diallo bloqué. Qui d'autre trouble la classe de l'Afrique des libertés? Donnez-moi les noms. Les troubleurs, on les fout dehors. Dimanche, là, on n'a vraiment pas le temps. On n'a pas le temps de nous amuser avec les garnements. Le docteur des preuves est au travail. Donc, tous ceux qui ne veulent pas bénéficier des modestes lumières, qu'ils vaquent à leurs occupations. Sinon, bloquez tout. Bloquette. Sinon, Menkiroué, je te coupe. Comme on dit en Bassa Bantou, Menkiroué, je te coupe. C'est tout. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui trouble encore là, vous me précisez son nom. On l'envoie au diable ouvert. Bon. Donc, la troisième raison pour laquelle Bachar el-Assad tombe, c'est le cafouillage d'alliance. C'est la volonté de passer dans le dos de ses alliés principaux et de négocier avec les pires ennemis de ses alliés. Donc, en fait, il a tenté à certains moments de manger à tous les râteliers. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est une leçon pour l'Afrique. C'est une leçon pour l'Afrique. Enfin, il y a une quatrième leçon extrêmement importante, la chute de Bachar el-Assad. Alors, cette chute est l'occasion pour les Africains de voir très clairement que Al-Qaïda et l'État islamique sont vraiment des organisations qui sont des supplétifs de l'OTAN. La crise syrienne est un tableau clair. L'OTAN s'est affichée ouvertement comme étant le soutien des terroristes. La totalité des États de l'OTAN a soutenu les terroristes qui ont envahi la Syrie. L'Afrique a, avec la Syrie, l'occasion de comprendre une dernière fois, une bonne fois pour toutes, qu'elle n'est pas attaquée pour des raisons religieuses, par de soi-disant djihadistes, elle est attaquée par des mercenaires terroristes de l'OTAN. Regardez l'alignement de tous les grands médias occidentaux derrière les organisations terroristes qui ont renversé Bachar el-Assad. C'est un alignement éclatant. Tous les grands médias occidentaux ont ouvertement soutenu l'attaque terroriste contre la Syrie. Ce qui permet aux Africains de savoir qui est derrière les terroristes qui attaquent l'Afrique. Les terroristes qui attaquent l'Afrique sont des mercenaires otaniens. C'est la vérité. La Syrie nous l'enseigne. Et la Syrie est l'occasion pour les pays africains qui coopèrent avec un certain nombre de puissances du Moyen-Orient, soit alliés de l'OTAN, soit membres de l'OTAN. L'occasion pour les Africains de connaître ces puissances et de savoir qu'elles se caractérisent toutes par une duplicité profonde. Tous ceux qui marchent avec cette alliance de l'OTAN, ce sont des gens qui du jour au lendemain se retrouvent parmi vos ennemis. La Syrie est un tableau d'école pour les dirigeants africains. Je vois toujours les dirigeants africains qui se lèvent. Ils vont au Qatar, ils vont aux Émirats arabes unis, ils vont en Arabie saoudite, ils vont au Bahreïn, ils vont dans toutes ces monarchies du Golfe et ils font de l'âge sourire. Personnellement, je me demande si ces dirigeants ne savent pas que ces pays sont les principaux cofinanciers des organisations terroristes. Quand tu te lèves chez nous en Afrique, tu t'en vas au Qatar. Est-ce que tu sais que le Qatar est l'une des puissances du Moyen-Orient qui a amplement contribué au saccage de la Libye, c'est-à-dire à la déstabilisation de l'Afrique? Je pose cette question. Nous sommes le dimanche 8 décembre. Et les Africains, nous devons poser cette question à nos dirigeants. Est-ce que vous ne savez pas que le Qatar a participé directement? L'armée qatari faisait partie de ceux qui ont bombardé et cassé la Libye. Est-ce que vous ne savez pas que la base arrière de l'organisation Al-Qaïda, sa base principale au Moyen-Orient, c'est le Qatar et dans la ville de Doha? Vous le savez ou pas? Je pose cette question à nos dirigeants africains.
On doit poser la question des relations diplomatiques avec les pays du Moyen-Orient qui sont les principaux cofinanciers du terrorisme international. Pourquoi nos dirigeants n'ont-ils pas le courage de poser cette question? Moi, j'ai une réponse. Je sais pourquoi nos dirigeants n'ont pas le courage de poser cette question en Afrique. C'est à cause de la prédominance spirituelle de ce Moyen-Orient sur une bonne partie de notre continent. Écrivez ça. Écrivez, écrivez. Je suis le serviteur de l'Afrique des libertés. C'est la seule raison. C'est la seule raison pour laquelle les dirigeants africains ne posent pas au grand jour le problème du rôle du Moyen-Orient dans la déstabilisation de l'Afrique. Pourtant, après l'Occident politique, le Moyen-Orient est au cœur de tous les ravages que nous connaissons en Afrique. Il n'y a pas qu'Israël. Hein. Toutes ces monarchies-là, toutes ces monarchies pétrolières du Golfe sont liées aux groupes terroristes qui ensanglantent le continent africain. Et les dirigeants africains ont du mal à traiter d'égal à égal avec le Moyen-Orient parce que le Moyen-Orient a un ascendant spirituel sur une bonne partie de l'Afrique. C'est ça la raison. Donc sans la souveraineté, on ne parle pas souvent de cela, mais tant que l'Afrique n'a pas accédé à sa souveraineté spirituelle, elle ne sera pas entièrement libérée. C'est le docteur des preuves qui vous dit ça aujourd'hui. Regardez quelles sont les puissances qui sont derrière les terroristes en Syrie. Ce sont ces mêmes puissances-là avec lesquelles nous faisons gratuitement et naïvement ami en Afrique. Derrière les terroristes en Syrie, il y a la Turquie d'Erdogan. Erdogan, lui, il assume ça clairement. Alors, il a un problème, Erdogan. C'est que une partie des rebelles kurdes, hein, les indépendantistes kurdes, qui ensanglantent la Turquie, eh bien, sont en relation d'alliance avec les Kurdes syriens, en relation d'alliance avec les Kurdes irakiens, parce qu'ils ont le projet de créer un État kurde qui va récupérer une partie de la Syrie, une partie de l'Irak et une partie de la Turquie. Donc, Bachar el-Assad, comment il s'appelle, Recep Tayyip Erdogan, n'a jamais hésité à financer des groupes terroristes pour fragiliser la Syrie, parce qu'il ne veut pas, justement, que la Syrie permette aux indépendantistes kurdes de réaliser leur projet d'État kurde au détriment de l'État turc. Ça, vous devez le savoir. Mais l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, toutes ces petites monarchies du Golfe, leur argent est dans les organisations terroristes. Le monde entier le sait. Leurs banques ont brassé et brassent l'argent du terrorisme, qu'elles blanchissent à volonté et à outrance. Le monde entier le sait. Les leaders des organisations terroristes vivent libres dans ces pays. Au Qatar, par exemple, ils sont logés dans des hôtels 5 étoiles et ils sont protégés par l'État qatari. Vous avez bien vu quand ils ont repris le pouvoir en Afghanistan que c'est à Doha, au Qatar, qu'ils ont négocié avec les Américains. Al-Qaïda qui a repris le pouvoir en Afghanistan, là, les leaders étaient au Qatar. C'est au Qatar qu'ils se sont entendus avec les Américains sur les modalités du transfert du pouvoir. Ceux qui entrent sont en train d'entrer à Damas. Ce sont les leaders des organisations terroristes financées par l'OTAN, financées par les monarchies du Golfe. Et ce sont les mêmes organisations terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique qui ensanglantent l'Afrique. Et les pays africains victimes font ami avec le Qatar, ami avec l'Arabie Saoudite, ami avec les Émirats Arabes Unis, ami avec le Bahreïn, ami. On envoie des délégations là-bas pour faire du business. L'énergie qu'on a à dénoncer l'impérialisme occidental, on ne l'a pas à dénoncer l'impérialisme moyen-oriental. Pourtant, ce sont deux impérialismes alliés contre l'Afrique. Deux impérialismes alliés contre l'Afrique. L'impérialisme occidental et l'impérialisme moyen-oriental. Est-ce que c'est clair? Il faut que les Africaines et les Africains aient le courage de regarder la vérité en face. Si l'Afrique n'a pas récupéré sa pleine souveraineté spirituelle, l'Afrique ne pourra pas se libérer entièrement des impérialistes.
l'Afrique ne pourra pas entièrement se libérer des impérialistes si elle n'a pas récupéré sa souveraineté spirituelle. Nous, Africains, notre terre sainte, c'est l'Afrique. Tout Africain qui ne considère pas l'Afrique comme sa terre sainte, il n'est pas encore libéré. Oui, les Occidentaux ont leur terre sainte ici, à Rome, au Vatican. Hein? Les Moyen-Orientaux ont leur terre sainte à la Mecque. C'est chez eux là-bas. Les Chinois ont leur terre sainte chez eux et dans les temples tibétains. C'est chez eux là-bas. Les Japonais shintoïstes ont leur terre sainte au Japon. C'est chez eux là-bas. Nous, les Africains, on n'a pas de terre sainte. À moins que nous soyons libérés spirituellement pour considérer toute l'Afrique. Toute l'Afrique, et notamment l'Afrique noire, comme la terre sainte des Africains. C'est notre terre sainte. Moi, Nyamsi Wa Cameroun, Wa Africa, je proclame que Kemet, que l'Afrique, c'est ma terre sainte. Je n'en ai pas d'autre au monde. Chacun va au ciel par sa terre sainte. Moi, je vais au ciel par la terre de mes ancêtres. Au nom de Dieu. Oui, Job. Mon chemin vers le ciel, là, je passe par mes ancêtres. Je passe par Cameroun Nyamsi, dit Jacques Nathan Nyamsi. Ngobason Naomi. Et puis on remonte. Cameroun Nyamsi son père s'appelait Kon Raphaël. Au-dessus de Kon Raphaël, il y a Willem Nyamsi. Au-dessus de Willem Nyamsi, il y a Mbende Nyamsi. Au-dessus de Mbende Nyamsi, il y a Akou Nyamsi. Voilà comment on monte, on monte, on monte. Tous ceux qui parmi eux sont angélisés, ils sont mes médiateurs jusqu'à Dieu. Quand je vais à Lokat, en Pays Bassa, chez ma mère, qui est une Ngobasson, je trouve son père, Daniel Basson, Bangwem. Je trouve le père de son père, Ngwem Basson. Je monte au-delà de Ngwem Basson. J'entre maintenant dans le foyer de Lorungongo. Et je commence à monter jusqu'à Dieu. Voilà le chemin. Voilà le chemin. Ma terre sacrée, c'est mon pays natal. L'Afrique. Tout Africain qui se promène ici dehors et qui ne considère pas l'Afrique comme sa terre sacrée, il n'est pas libéré. Écrivez ça. Tilana Yomi. Si l'Afrique n'est pas ta terre sainte, tu n'es pas libre. Tous les peuples libres de ce monde considèrent leur terre comme sainte. Leur terre à eux, la leur, pas celle des autres. Yamewa. Oui. Quand je suis au Cameroun, je suis dans ma terre sainte. Quand je suis en Afrique en général, je suis dans ma terre sainte. C'est la terre de mes ancêtres. C'est là que la plupart des nombrils des miens sont enterrés. Et le lien aux ancêtres angélisés, le lien au Tout-Puissant, c'est toujours à partir de tes ancêtres. Ce n'est pas par les ancêtres des autres que tu rejoins le Seigneur. C'est faux. C'est cela que disent toutes les Écritures. Honore ton père et ta mère. Et ainsi, tes prières seront agréées par Dieu, qui les a tous créés et qui t'a rendu possible grâce à eux. Voilà l'un des problèmes qu'a l'Afrique. Face à l'impérialisme moyen-oriental, l'Afrique se présente démunie. L'Afrique se présente comme un manchot à qui on demande de prendre son courage avec deux mains. Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui est manchot et qui prend son courage avec deux mains? Comment quelqu'un qui n'est pas spirituellement souverain peut affronter quelqu'un qui est spirituellement souverain? Quand tu n'es pas spirituellement souverain, tu as peur de la malédiction des autres. Quand tu n'es pas spirituellement souverain, tu as peur de la malédiction des autres. Tu as peur que si on dit un mot contre toi, depuis le Vatican, ou bien depuis la Mecque, ou bien je ne sais pas depuis quel endroit là, Jérusalem, hein, les Juifs, ils ont leur terre là. Si on dit un mot contre toi là-bas, ouais, tu es fini. Ma kuchimo, ma wuo, ma wuyao, ma misaleo. Et la terre de tes ancêtres, qu'est-ce qu'elle vaut?
dans ta vie, la terre de tes ancêtres, qu'est-ce qu'elle vaut? Si les autres peuvent te maudire à partir de la terre de leurs ancêtres, toi aussi tu peux les maudire à partir de la terre de tes ancêtres. Oui ou non? Et c'est Dieu qui va arbitrer entre toutes les malédictions, celles qui sont légitimes ou pas. Et Amewa, aimons notre terre africaine. Nous, Africains, partout où nous sommes dans le monde, nous sommes orientés vers l'Afrique. Moi, je regarde vers l'Afrique. C'est ma terre sainte. C'est par là-bas que je rencontre Dieu. Parce que je suis africain. Et que je sais que Dieu a voulu que je sois à travers mes ancêtres. Ma terre sainte, c'est l'Afrique. Si ta terre sainte, c'est une autre, il ne faut pas t'étonner que tu ne sois pas capable de te libérer. Si ta terre sainte, ce n'est pas ton pays, si ta terre sainte, ce n'est pas l'Afrique, ne t'étonne pas que tu ne t'en sortes pas. Tu quittes des mains de tel maître et tu te retrouves dans celles de tel autre. C'est ça, hein? Et voilà pourquoi, dans tous nos pays africains, les victimes qui n'ont pas été enterrées correctement, les innocents qui ont été massacrés et qu'on n'a pas justifiés, qu'on n'a pas honorés, à qui on n'a pas demandé l'apaisement. Les millions de personnes qui ont été contraintes soit à l'exil, qui ont été exterminées, toutes ces âmes qui ont été gâchées, c'est cela qui fait que nos pays sont moralement et spirituellement bloqués. Parce qu'un pays où on n'a pas honoré les héros ne peut pas se libérer. Parce que les énergies du monde spirituel, du monde mental, du monde intellectuel, du monde moral, ne peuvent pas descendre fluidement dans un peuple qui n'a pas honoré ses plus nobles représentants. Je prends l'exemple du Cameroun. On a tranquillement massacré entre 1955 et 1971 1 million de personnes au Cameroun. Il n'y a jamais eu de rituel de purification. Il n'y a jamais eu de rituel en l'honneur de ces personnes. Ces personnes n'ont même pas un grand monument national. Il n'y a même pas un jour où toutes les Camerounaises et les Camerounais sont appelés à saluer leur mémoire. Comment le pays peut-il se projeter vers l'avant alors qu'il n'a pas enterré ses innocents, alors qu'il n'a pas honoré ses héros? Quelle nation a pu se relever d'un tel mensonge à son propre esprit saint? Et on peut appliquer ce raisonnement à plusieurs pays africains. Si nous ne sommes pas capables d'affronter ceux qui nous considèrent comme des bêtes de somme, ceux qui manipulent les groupes terroristes, ceux qui financent le terrorisme, si nous ne sommes pas capables de les affronter sur le terrain des idées et sur celui de la matière, mais ne nous plaignons pas de nos malheurs. Ça veut dire que nous sommes les auteurs de nos malheurs. La Syrie est un immense écran de télévision pour enseigner aux Africains les erreurs qu'on ne doit pas commettre. J'ai relevé 5 leçons de l'expérience syrienne. Première leçon, toujours veiller à ce que le pouvoir soit légitime, c'est-à-dire que le pouvoir soit soutenu par le peuple. Ne jamais s'amuser à installer sur la très longue durée un pouvoir qui n'a pas le soutien du peuple. Leçon 1. Ce qui se passe en Syrie nous le dit. C'est un avertissement à tous ceux qui, en Afrique, conçoivent que le pouvoir est une affaire qui appartient à leur famille. C'est un avertissement à Paul Biya et à ceux qui grouillent actuellement dans son dos pour récupérer la présidence du Cameroun parce qu'il serait issu du spermatozoïde de Paul Biya. On a vu comment ça se passe au Gabon. On voit comment ça veut se passer en Guinée équatoriale. C'est un avertissement pour eux tous. On voit comment ça se passe au Congo. On voit déjà Denis Christel qui est là, il marche derrière son père, il pense que le Congo, le fauteuil du président lui appartient. Il faut que tous ces gens-là méditent. On voit les troisièmes mandats qui se succèdent sur le continent. La volonté d'accaparement du pouvoir. Derrière tout ça se cachent les plans de monarchisation. On voit l'état dans lequel se trouve aujourd'hui le Tchad. Les difficultés
sérieuse dans laquelle se trouve le régime Déby. Mais ça vient du fait que le régime est illégitime dès l'origine et qu'il n'a pas réussi à se réconcilier pleinement son peuple. Un tel régime est nécessairement fragile. Il faut méditer sur cette affaire de on confisque le pouvoir et on se le donne de père en fils. Le Togo qui est là, il doit méditer. Il doit méditer sur la structure et les conditions de naissance de son régime. Faure Gnassingbé doit méditer Ouattara, qui tout le temps raconte à son clan comment ils doivent rester si lui venait à mourir. Avec Tene Birahim alias La Fiole, qui est prêt à tuer tout le monde pour monarchiser la Côte d'Ivoire. Réflexion à Karim Wade, il est assis au Qatar là-bas. Il croyait que le pouvoir là au Sénégal, ça se donne de père en fils. Il a vu le danger que courait le Sénégal avec la tentation qui était pour lui d'hériter de son père. Il a vu Karim Wade. On voit ça partout. Deuxième avertissement. Mais les alliés ne peuvent pas vous soutenir lorsque votre propre armée, lorsque vos propres forces vives vous lâchent. Donc, il faut continuer à consolider l'État africain. Mais la consolidation de l'État, elle se fait par la justice sociale, la justice économique. Plus vous êtes juste envers les gens, plus vous assurez des opportunités d'épanouissement à votre peuple, plus vous renforcez son adhésion à votre pouvoir. Plus vous êtes systématiquement enclin à utiliser la violence, la brutalité, la prison pour les moindres contestations, plus vous perdez la confiance de pans entiers de votre peuple. Et quand votre régime entre en difficulté, il est facile à accueillir. Il est facile à accueillir. Il est facile à accueillir. Troisième élément important de la leçon que nous tirons de cette affaire. Le double jeu dans les alliances. La volonté de manger à tous les râteliers. Attention. Quand on est dans une lutte anticolonialiste, anti-impérialiste, on ne s'allie pas avec les puissances colonialistes et impérialistes. On les évite. On ne les associe pas à ces secrets. Parce que ces puissances, par définition, sont traîtresses. Ces puissances, par définition, sont traîtresses. N'est-ce pas? Mais quatrième leçon, extrêmement importante. On a bien compris la nature de l'agression que subit l'Afrique. On a bien compris la nature de cette agression. Et on sait que l'Afrique n'est pas l'objet d'une guerre religieuse. Les prétendus djihadistes sont en fait des organisations terroristes armées par l'OTAN et les puissances du Moyen-Orient contre l'Afrique. La Syrie nous donne l'occasion de voir ça comme ça en plein jour. Et on a eu l'occasion de voir les médias occidentaux, sans honte, soutenir les organisations terroristes. Tout comme on les a vus quand ils ont cru que Prigojine allait renverser Poutine, devenir des soutiens de Prigojine. En un week-end, toute la presse occidentale était devenue prigoginienne. Prigojine était présenté comme un héros, comme un bon Dieu, dans l'espoir qu'il renverse Poutine. Vous avez vu la presse occidentale pendant toute cette campagne fulgurante contre Bachar el-Assad. Elle a soutenu massivement les terroristes. Elle leur a accordé des interviews à la une, sur CNN, sur MSNBC. Tous les grands médias de l'OTAN se sont offerts aux terroristes pour que les terroristes plastronnent. Ils les ont habillés de noms nobles, rebelles, indépendantistes, séparatistes. Et c'est ce que nous voyons. C'est la stratégie que nous les voyons mettre en œuvre en Afrique contre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Donc, la Syrie, je le dis bien, c'est un tableau clair. Pour les Africains, les derniers qui dorment, n'ont qu'à lire les événements de Syrie. Et ils savent à qui on a affaire. Et enfin, cinquième leçon, la souveraineté spirituelle est un élément important de l'émancipation africaine. Je ne dis pas qu'on ne doit pas, on ne peut pas être africain et chrétien. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être africain et musulman. Non, on peut être africain et juif. Mais on doit d'abord être africain. Je recommence. On peut tout à fait être africain et chrétien, africain et musulman, africain et juif, africain et traditionnaliste africain.
Mais dans tous les cas, il faut d'abord être africain quand on est africain. Yamewa, nous sommes d'abord africains. Donc pour nous, Africains, la première terre sacrée, c'est l'Afrique. D'ailleurs, l'Afrique, c'est le premier lieu d'habitation de l'humanité. Historiquement, on sait que l'être humain a été créé par le Tout-Puissant sur notre continent. Nous sommes le jardin originel de l'humanité. Nous, Africains. Nous sommes le berceau de l'humanité. Donc, il n'y a pas de terre plus sacrée que l'Afrique. L'Afrique est la plus sacrée de toutes les terres, pour toute l'humanité, parce que c'est en Afrique que l'humanité a vu le jour. Elle est le berceau de l'humanité. Et les Africains doivent prendre conscience d'être les héritiers de la plus sacrée des terres du monde, la première terre humaine. Imbaayem, en Bassa Bantou, ça veut dire chez moi. Quand je marche dans les rues d'Occident, les rues d'Amérique, les rues d'Asie, moi, Africain, je sais que je viens de la première grande humanité terrestre. Tu ne peux pas m'intimider avec tes malédictions vaticanesques, tes malédictions méquistes, tes malédictions jérusalémistes ne me touchent pas. Non pas que je néglige ta croyance, je dis simplement que je viens d'Afrique. Mes ancêtres avant les tiens honoraient le Tout-Puissant. Le fondateur des trois monothéistes, des trois religions monothéistes est un Africain d'éducation, de civilisation. Il s'appelle Moïse, Moussa, Moshe. Le père du monothéisme est un prince négro-égyptien. Écrivez ça. C'est une vérité scientifique. Je dis bien scientifique. Donc on ne va pas venir impressionner les Africains avec la sacralisation des terres des autres et la désacralisation de leur propre terre. Ça, c'est un élément fondamental de la libération de l'Afrique. Quand l'Afrique se sera resacralisée, quand la terre africaine sera la terre sainte première de tous les Africains, ou de leur écrasante majorité, il ne sera plus possible pour nous d'être complaisants envers telle ou telle domination. Nous aurons entièrement recouvré notre souveraineté. La souveraineté, elle est militaire, elle est économique, elle est politique, elle est culturelle et par-dessus tout, la souveraineté est spirituelle. Voilà les 5 souverainetés. Souveraineté militaire, sécuritaire, souveraineté économique, souveraineté politique, souveraineté culturelle en général et 5e souveraineté, la couronne suprême de la souveraineté, souveraineté spirituelle. Quand tu possèdes ces 5 souverainetés en toi, quand tu les possèdes dans ton pays, quand tu les possèdes dans ta région, quand tu les possèdes dans ton continent, tu es respecté même par tes pires ennemis sur la terre. Quand tu passes, ils disent, voilà un homme. Voilà un homme qui passe. Voilà. Voilà un être humain. Voilà une femme humaine qui passe. Quand tu passes et que tu as en toi ces 5 souverainetés que j'ai évoquées, on sait que quelqu'un ou quelqu'une passe. Énorme longueur. Et c'est à cela que nous travaillons. Nous travaillons à rendre à chaque Africaine et à chaque Africain les 5 souverainetés. La souveraineté sécuritaire, la souveraineté économique, la souveraineté politique, la souveraineté culturelle et la souveraineté spirituelle. Cette souveraineté ne signifie pas la fermeture à l'autre. Quand tu es souverain, tu peux justement accueillir. Quand tu es souverain, tu peux être hospitalier parce que tu es assis en toi-même, parce que tu as ta force en toi-même. Tu ne peux pas inviter quelqu'un à manger chez toi alors que tu n'as pas à manger. Tu ne veux pas inviter quelqu'un à partager quelque chose avec toi alors que tu n'as rien à partager. Donc, tu dois t'efforcer d'être souverain pour pouvoir avoir des relations équilibrées avec les autres. Tu dois t'efforcer d'avoir une assise en toi-même, ce que les Allemands appellent la Selbstständigkeit. Dans la langue allemande, stehen veut dire se tenir. Selbststehen, se tenir en soi. Et la Selbstständigkeit,
c'est le se tenir en soi. Dans ma langue Bassa Bantou, ça s'appelle Koundé, ou Lamabana Koundé. Tu dois avoir une autorité en toi-même. Ça s'appelle le Koundé. K-U-N-D-E, accent grave, en Bassa Bantou. Ou Lamabana Koundé. Tu dois avoir le pouvoir, l'autorité. Mais cette autorité se décline en ces 5 phases. En tant qu'individu, et en tant que société, en tant que nation, en tant que communauté historique, en tant que continent, on a besoin des 5 souverainetés. Alors, beaucoup ont tendance à s'arrêter à la souveraineté politique, ne sachant pas que vous ne pouvez pas avoir une véritable souveraineté de défense, une véritable souveraineté économique, une véritable souveraineté politique si vous n'êtes pas culturellement et spirituellement souverain. C'est-à-dire que si vous n'avez pas votre chemin à vous pour aller vers Dieu. Oui, si votre chemin vers Dieu passe par la souveraineté d'un autre, vous n'êtes pas pleinement souverain. Vous n'êtes pas pleinement souverain. Et voilà pourquoi la Russie a bâti l'église orthodoxe russe. Et il y a le pape orthodoxe, hein, il est là-bas, en Russie. Ce n'est pas le pape de Rome hein, qui commande à l'église russe. Non. Il y a l'église orthodoxe russe. Oui. Qui n'obéit pas à Rome. Ils ont compris ça, les Russes. Ils ont compris ça, ils ont dit non. La terre sacrée des Russes, c'est la Russie. Et ils l'appellent parfois, dans les milieux orthodoxes, la Sainte Russie. Oui. Pour les Russes, la première terre sacrée du monde, c'est la Russie. Et Amewa, toi, Africain, tu marches là, bon. La terre sacrée, c'est toujours là-bas. Ah non, je dois prendre l'avion pour aller à Jérusalem. Ah, je dois aller. Et tes ancêtres, c'était tous des couillons. Aucun d'entre eux ne savait prier. Il n'y a aucun endroit sacré chez toi. Il n'y a aucun endroit sacré. Dans le village de ton père, dans le village de ta mère, on ne t'a jamais dit qu'il y a un endroit sacré. Il n'y a pas de bois sacré. Il n'y a pas de lieu religieux sacré chez toi sur lequel tu puisses ancrer ta foi. Mais ta propre maison en Afrique, ce n'est pas sacré. Ce n'est pas là qu'ont vécu tes parents. La case de ton père, de ton grand-père, leur plantation, leur tombe, tout ça là n'est pas sacré. Tu vas chercher le sacré où? Mais l'Afrique se fait massacrer parce qu'elle cherche son sacré chez les autres. Quand tu t'en vas chercher ton sacré chez les autres, ce sont les autres qui te donnent des bénédictions ou des malédictions et tu y crois. En plus, tu y crois. Quelqu'un qui ne te considère pas comme étant détenteur d'un sacré, d'une souveraineté, et il te maudit, tu crois. Il te bénit, tu crois. Comment veux-tu être libre? Tu ne peux pas. L'abbé, tu ne peux pas. Et c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Alors, en résumé, la chute de Bachar el-Assad était un événement parfaitement prévisible. Il faut saluer les alliés de Bachar el-Assad qui, pendant plus de 13 ans, l'ont tenu à bout de bras, dans l'espoir qu'il puisse réussir à se réconcilier le peuple syrien et sortir de la malédiction du régime héréditaire dont il avait hérité. Les alliés de Bachar el-Assad l'ont aidé du mieux qu'ils ont pu. Il a quand même pu tenir 24 ans de pouvoir. Son père en a fait 30. Ça suffit. 54 ans de la famille el-Assad, ça suffit. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui arrivent au pouvoir en Syrie vont apporter à la Syrie le bonheur. La Syrie entre dans une période catastrophique. Elle va connaître incontestablement des malheurs plus grands, puisque ceux qui ont financé les terroristes les ont financés pour pouvoir piller davantage la Syrie. Bachar el-Assad a tenu du mieux qu'il pouvait. Tout le temps qu'il était là, il était bombardé par Israël, attaqué par les Américains. Même l'aéroport de Damas, ils n'ont jamais voulu que ça fonctionne. Il faut quand même dire que sans le soutien de la Russie et de l'Iran, mais il n'aurait pas tenu 24 ans à la tête de ce pays. Donc, les alliés de Bachar el-Assad et Bachar el-Assad eux-mêmes ont compris qu'il valait mieux que lui,
Bachar el-Assad se retire, pour qu'il ne soit pas tué comme Kadhafi l'a été. Il vaut mieux qu'il se retire et que les forces politiques syriennes se débrouillent pour chercher une solution du vivre ensemble syrien. Car en fait, la chute de Bachar el-Assad, à mon avis, est simplement une phase intermédiaire de la future guerre civile syrienne. Le problème syrien n'est pas résolu. Un pays qui est pris en tenaille par plusieurs puissances, un pays dont les groupes politiques sont manipulés par plusieurs puissances à la fois, ne peut pas trouver la paix. La Syrie va se retrouver dans une situation comparable à celle de la Libye actuelle. Elle va être prise en tenaille et elle va être exploitée de cette façon. On entre dans une période d'instabilité terrible pour la Syrie. Je plains ceux qui se réjouissent dans les rues de Damas en pensant avoir retrouvé la liberté. Ils n'étaient pas tout à fait dans la liberté, mais ce n'est pas la liberté qu'ils vont retrouver. Ils vont entrer dans une zone d'incertitude maximale. Et ça, c'est la trace de la déstabilisation signée OTAN. Quand l'OTAN passe quelque part, ça donne ça. Ça donne ce type de déstabilisation. Hein? Je profite une fois de plus de cette conférence pour recommander ardemment aux gens de lire ce livre. Il existe en français. Hein? Le capitalisme du désastre, ça. Il faut lire ce livre. The Shock Doctrine de Naomi Klein. Naomi Klein explique comment ils procèdent, comment ces gens-là procèdent. Elle explique toute leur méthodologie. Et les Africains, les cadres, les élites en particulier, doivent être au courant des méthodes de travail de ces gens. Comment est-ce qu'ils déstabilisent des nations entières? Ça, on le connaît. Donc, c'est une leçon pour nous dire, en Afrique, préparez-vous. Renforcez la cohésion des États, renforcer la solidarité avec le peuple, renforcer les armées, accélérer le processus d'indépendance économique, de souveraineté économique, accélérer le processus de réforme des systèmes éducatifs pour que les Africains ne grandissent plus avec les idées qui les tuent, mais avec les idées qui les font vivre. Et n'oubliez pas de sacraliser notre propre terre. Nous, Africains, notre terre sainte, c'est l'Afrique. Donc, on a beau être africain chrétien, on est d'abord africain. Africain musulman, on est d'abord africain. Africain traditionnaliste africain, on est d'abord africain. C'est la leçon qu'il faut retenir. Donc, que toutes les souverainetés soient récupérées, sans exception. De la souveraineté sécuritaire à la souveraineté économique, à la souveraineté politique, à la souveraineté culturelle, à la souveraineté spirituelle. C'est ce que je voulais montrer. Préparons-nous. Ils vont tester sur nous toutes les aspérités de leur doctrine du choc. L'ordre par le chaos, le capitalisme du désastre. C'est l'objet de ce très beau livre. J'adore vraiment la capacité, la puissance d'argumentation de Naomi Klein et les exemples extraordinaires qu'elle rassemble dans ce livre. J'en profite pour vous rappeler que à Bamako sortira dans quelques semaines mon propre livre sur la question. Il s'intitule « L'impérial terrorisme, la forme actuelle de l'agression impérialiste occidentale et moyen-orientale contre l'Afrique, avec les preuves irréfutables de l'attaque de l'OTAN, de l'agression de l'OTAN contre l'Afrique. » Il y a un long sous-titre. Ce livre-là, c'est littéralement le concentré des preuves de la nature impérialiste otanienne et moyen-orientale de la déstabilisation africaine. Dans ce livre-là, on ne trouve que des preuves. Toute personne qui possédera mon livre aura toutes les preuves de ce que je dis depuis plus de 25 ans. Et que j'ai dit avec insistance depuis l'invasion de la Libye, la destruction de la Libye par l'OTAN. Tout est rassemblé dedans. Celui qui possède le livre pourra même se promener avec le livre sous les selles comme ça. Dès que quelqu'un commence à parler, dit « Attends, on va te donner, tu veux quelle preuve? Tu contestes quoi? On dit c'est l'OTAN qui attaque l'Afrique. Tu veux des preuves? Ok. J'ai le bouquin du docteur des preuves.
Et là, les preuves sont consignées avec archives. Prends ton téléphone. Tu as Internet? Oui, OK. Tape ça. Allons-y. Allons-y. Preuve 1, va lire. Preuve 2, va lire. Preuve 3, va lire. Preuve 4, va lire. Tu dis quoi encore? Ah, tu ne peux plus parler. OK, au revoir. Bonne journée. Nous savons qui nous attaque. Et voilà pourquoi nous menons le bon combat. Donc, ce livre sort bientôt à Bamako et il sera distribué partout dans le monde, car il sortira à Bamako pour la distribution en Afrique et il sortira ici pour la distribution en Occident. Vous pourrez y avoir accès en Afrique et en Occident. Et il y aura une version en PDF à la disposition du peuple africain après le lancement de la version papier d'abord. Il faut que la version papier marche bien. Le livre papier, il faut le faire fonctionner et le livre numérique vient parachever l'affaire. Voilà. Je vous souhaite un excellent dimanche, mes chers amis. Alors, nous étions plutôt nombreux pour cette émission de mi-journée. Il est 13h18, ça fait 1h18 que je vous parlais. Donc, regardons les événements de Syrie avec lucidité. Ne nous emballons pas. Profitons-en pour bien apprendre. Profitons-en pour prendre des dispositions et ne pas être surpris. Ne pas être surpris.